Je m'explique là-dessus. J'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre tout à l'heure dans la deuxième partie. Euh, je considère qu'on est dans un état de droit, évidemment. Euh, euh, nos libertés fondamentales sont assurées par notre Constitution, par un certain nombre de textes fondamentaux. Mais force est de constater que de parler de démocratie, c'est-à-dire que si on revient à la genèse du mot, à savoir le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, je crois que notre organisation n'est pas du tout à l'image de cette définition. Euh, on parle de démocratie représentative et notre fonctionnement, du coup, aboutit à une situation où les citoyens, le peuple, effectivement, va élire ses représentants, une fois tous les 5 ans, tous les 6 ans en fonction du mandat, mais n'a absolument aucun contrôle sur les personnes qu'il a élues entre deux élections. On se retrouve donc dans une situation où on a une forme de représentation qui se base sur un mensonge, puisque comment imaginer que des représentants, que des élus, puissent travailler dans le sens de l'intérêt général sans être en contact permanent avec les citoyens qu'ils représentent? Euh, Donc il y a ce problème quand même de si on est tous d'accord sur le fait que faire de la politique, c'est d'aller dans le sens de l'intérêt général, il y a quelque chose qui est quand même difficile à concevoir dans l'idée que des élus, une fois élus, puissent travailler dans le sens de l'intérêt général sans être en contact permanent des intérêts particuliers des citoyens. Donc c'est un petit peu cette question que je vais interroger. Moi, je considère que la démocratie directe sur tous les sujets est une belle idée, mais c'est une utopie qui me semble difficile à mettre en œuvre. Je ne vois pas comment est-ce qu'on demanderait sur tous les sujets à 70 millions de personnes leur avis et de permettre à 70 millions de décider sur tous les sujets. Donc je pense qu'il faut une forme de représentation, mais je crois que la représentation telle qu'elle est mise en œuvre dans notre constitution n'est pas démocratique, voire même est antidémocratique. Euh, En fait, Et, la constitution et la manière dont est organisée notre démocratie vient même jusqu'à, de mon point de vue, confisquer le pouvoir au peuple. C'est-à-dire plutôt que donner le pouvoir au peuple, il y a un mécanisme qui fait que le pouvoir est confisqué au peuple. Dans certains pays, le mandat impératif est possible. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le mandat impératif. non, C'est non. la possibilité qui est donnée aux électeurs, donc aux citoyens, de contrôler des élus en cours de leur mandat. C'est-à-dire que des élus qui ne feraient pas et n'iraient pas dans le sens des mesures sur lesquelles il s'est fait élire, ces élus pourraient être démis de leurs fonctions. En France, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a absolument aucun moyen de contrôle sur nos représentants. Et donc, Allez-y, Marquetta, ouais. oui, oui, oui. Est-ce que, du coup, évidemment, vous êtes un homme d'action, de réflexion, mais d'action aussi. Vous avez réfléchi à des alternatives. Et clairement, euh, une des possibilités semble être cette idée, ce concept des assemblées de codécision. On va afficher votre livre qui présente cette proposition. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi, selon vous, c'est une piste? Qu'est-ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis autour de cela? Et comment, finalement, comment cela fonctionne? Comment cela pourrait venir soigner notre démocratie? Ouais, en fait, l'idée de monter des assemblées de codécision telles qu'on les a montées là, et que je vais décrire dans un second temps, l'idée pour moi, ça a été encore une fois entre 2020 et 2026 dans l'accompagnement de cette centaine de communes. Je suis allé explorer et tous les dispositifs de démocratie dite participative, mais je crois que Nicolas Rio en a déjà parlé ici. Mhm. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du gadget participatif
que j'ai pu examiner et analyser dans toutes ces communes, euh, les budgets participatifs, les conseils de quartier et tous ces dispositifs qui ont quand même deux défauts majeurs. Le premier, c'est que ce sont toujours les mêmes qui participent à ce genre de dispositif. Et le deuxième biais majeur de ces dispositifs de démocratie participative, c'est que ça n'impacte quasiment jamais la décision. C'est-à-dire qu'on est purement dans de la consultation Mm. et avec le sentiment que lorsque le résultat de la consultation va dans le sens des élus, effectivement, c'est remarqué. Quand c'est l'inverse, quand le résultat de la consultation ne va pas le sens des élus, on a l'impression que le résultat est mis sous le tapis. Voilà, donc ça, c'est un peu les deux grands constats qu'on a vis-à-vis de la démocratie dite participative. Et donc, d'où l'idée d'aller travailler un système qui permet aux citoyens d'être appelés à co-décider aux côtés des élus sur des décisions et sur des sujets structurants pour la commune. Donc, l'idée, en gros, c'est de composer une assemblée Mhm. et une assemblée qui va être, dont le panel sera. Et la conséquence de ça, c'est que le travail des assemblées est ensuite retravaillé par les élus à l'extérieur de l'assemblée et aboutit la plupart du temps à des déceptions, puisque les élus retiennent qu'une partie des travaux de l'assemblée. Donc, dans notre démarche, on va donc faire venir des citoyens tirés au sort. Je ne rentre pas dans le détail, peut-être si vous avez des questions là-dessus. Nous, on fait du tirage au sort et on fait du porte-à-porte. On se rend compte que le tirage au sort, accompagné simplement d'un courrier, ne parvient pas à faire venir des gens qui sont très éloignés de ce genre de dispositif. Il faut Ouais. rencontrer les gens. Et on discutera de ça tout à l'heure peut-être. Mm. Donc on fait venir des gens par tirage au sort et par porte-à-porte et on intègre des élus dans l'Assemblée. Et ce sont donc des citoyens tirés au sort et des élus qui vont délibérer autour d'un sujet pour aboutir à une décision. Cette délibération, et là on est très très proche de ce que vous faites chez TDA, Mhm. c'est on considère que l'intelligence collective, moi je suis un ancien directeur de centre social, je vous disais ça tout à l'heure, donc je Mm. suis un praticien de l'intelligence collective, Mm. et aujourd'hui je ne vois pas comment travailler dans le sens de l'intérêt général sans passer par des process d'intelligence collective. En fait, pour aller dans le sens de l'intérêt général, il va falloir autour d'un sujet, inviter des gens qui ne défendent pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas le même point de vue, la même opinion initiale sur le sujet qui est traité. Typiquement sur les questions d'alimentation, je pense que les acteurs de l'alimentation n'ont pas les mêmes intérêts sur les sujets qui les mobilisent. Oui, très clairement. Mm. Donc l'idée, c'est d'amener chacune des parties prenantes, donc chacun des citoyens et des élus présents, à se positionner sur le sujet qui est au travail. Et donc, on passe par cette phase qu'on appelle une phase d'émergence où chacun va pouvoir venir et exposer son point de vue sur le sujet. Mhm. Lorsqu'on fait ce travail-là, on s'aperçoit qu'on n'est pas d'accord. Donc, l'Assemblée se rend compte à ce moment-là qu'elle n'est pas d'accord. Enfin, ses composantes ne sont pas d'accord. Et on met en place à ce moment-là des processus qui permettent de dépasser les désaccords pour aboutir à une décision collective. Moi, je me sers beaucoup de la sociocratie, je ne sais pas si ça vous parle, et en particulier de ce qu'on appelle la décision par consentement. Mm. C'est-à-dire une formule qui permet de traiter au fur et à mesure les objections et donc d'amender la proposition au fur et à mesure que des objections sont apportées par les participants. Dans ce cadre-là, les citoyens et les élus sont placés en situation d'équivalence. C'est-à-dire que les citoyens comme les élus peuvent poser des objections sur l'objet qu'on est en train de travailler, sur lequel nous sommes en train de délibérer. Une fois la délibération faite, c'est-à-dire une fois les objections dépassées, donc, dans les objections, en fait, je mets toute forme d'objection, hein. C'est-à-dire qu'on fait aussi intervenir dans l'Assemblée des agents, puisque l'idée, c'est aussi d'intégrer dans la réflexion et dans la délibération l'ensemble des contraintes donc politiques, mais aussi administratives, financières, techniques. Donc, il s'agit de faire travailler les citoyens, non pas d'une manière éthérée, comme si tout était possible, mais bien sous contrainte pour aboutir à une solution et à une décision qui soit exécutable en l'état.
Ça, c'est Une fois important. qu'on a cette décision qui est exécutable en l'état, on demande aux élus, et c'est là où notre démarche n'est plus tout à fait légale et plus tout à fait conforme à notre constitution, c'est qu'on demande aux élus et au conseil municipal d'adopter à l'unanimité telle quelle le résultat de l'Assemblée. Mm, mm, Donc là, on s'inscrit dans un engagement moral des élus à aller dans le sens du résultat des travaux de l'Assemblée. Mais a mm. priori, il n'y a pas de problème à faire ça, puisque, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on va demander aux élus comme aux agents de la collectivité de présenter aux citoyens dans l'Assemblée les objections éventuelles qu'il pourrait y avoir sur l'objet qu'on est en train de construire ensemble. Donc à la fin du processus, il n'y a plus aucune raison de s'opposer euh, à l'exécution de la mesure qu'on est en train de travailler. Mm. Voilà en gros comment fonctionnent ces assemblées de codécision. Très intéressant. Une petite question, si vous permettez, Tristan, sur cet engagement moral des élus. On le sait et je pense les chargés de mission ou les agents des collectivités territoriales qui sont avec nous ce matin le vivent au quotidien. Parfois, il peut être difficile de mobiliser son élu ou les élus en charge de ces questions alimentaires pour déjà donner leur OK pour participer à ce type de démarche. Et vous, en plus, vous en faites des vrais acteurs tout à fait concrets de ce dispositif et vous leur demandez de s'engager à mettre en place la solution, ou en tout cas l'action qui aura été définie comme ça collectivement. Est-ce que vous, euh, est-ce que vous avez l'impression, de part de votre expérience, qu'il y ait une nécessité d'une sorte de phase préparatoire pour les élus, pour qu'ils soient dans cet état d'esprit, pour qu'ils jouent le jeu, pour qu'ils soient avec vous et pour qu'ils acceptent de s'engager comme cela? Et si oui, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, une session de coaching ou est-ce que vous êtes tout simplement tombé sur des élus qui étaient ouverts d'esprit et qui ont compris que cette démarche pouvait être bénéfique pour le territoire? Oui, oui, ça nécessite, en tout cas, ce type de démarche, ça nécessite de travailler en amont la question avec les principaux responsables de la collectivité, Mhm, à savoir souvent le DGS, souvent le cabinet et effectivement les principaux élus, et en particulier le maire. mhm, Euh, la démarche est un peu originale. Culturellement, on n'est pas du tout habitué à ce type de démarche. On a des représentations autour des citoyens tirés au sort. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à travailler autour de cette question-là. Et surtout, on va expliquer aux élus qu'ils ne perdent pas la main. mhm, Euh, Contrairement aux conventions citoyennes où les élus ne participent pas à la délibération, donc les élus sont quelque part s'excluent de la délibération. Là, au contraire, on leur demande d'être engagés dans la délibération auprès des citoyens. mhm, Et en fait, on leur explique qu'en étant présents, ils ne perdent pas la main sur la décision. Ils partagent la décision. Il y avait un exemple tout à fait concret à Poitiers. On a travaillé sur la question des incivilités dans l'espace public. Au préalable, on a demandé aux élus, on leur a demandé s'ils avaient des lignes rouges sur cette question. mhm, Euh, euh, L'équipe qui est en place a une couleur politique, ils ont des valeurs, enfin en tout cas, il y a des fondamentaux sur lesquels il n'est pas question de revenir. Donc là, en l'occurrence, sur ce cas-là, lorsqu'on a travaillé cette question avec les élus de Poitiers, ils nous ont dit on n'armera pas la police municipale. On mhm, considère, nous, ça fait partie de nos fondamentaux, la police municipale, c'est une police de proximité, c'est une police de prévention, ça n'est pas la police nationale, donc on n'armera pas la police municipale. Donc ça fait partie des choses qu'on a présentées au démarrage de l'Assemblée en disant aux citoyens, il y a des lignes rouges qu'on ne pourra pas dépasser puisque ça va au-delà des valeurs fondamentales euh, des élus en place. C'est pas parce qu'on travaille avec des citoyens que tout devient possible, en fait. Si on mhm, travaille avec des élus engagés dans la transition écologique, la question, ça sera pas tellement de est-ce qu'on y va vers cette transition, la question posée sera comment on y va. mhm. Mais la direction sera affirmée politiquement par l'équipe qui a emporté les élections. Vous voyez, l'idée, c'est Oui, vraiment de combiner le résultat des élections et le partage du pouvoir avec des citoyens.
Mmh. Dans cette proposition, en fait, il y a une double représentation que je vous propose. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne m'oppose pas à la démocratie dite représentative. Moi, je vous propose une double représentation. Moi, je pense qu'il faut des élus qui soient engagés sur un mandat de 6 ans et que ces élus sortent des élections. Et je vous propose que chaque commune, sur des sujets structurants, sur des sujets importants, mette en place ce type d'assemblée. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un autre type de représentation. C'est donc cette représentation, il s'agit des citoyens tirés au sort qui vont représenter leur communauté le temps de la délibération. Mmh. Lorsque la mairie engagera un second sujet avec des citoyens tirés au sort, ça sera donc de nouveaux citoyens qui viendront endosser ce statut de représentant aux côtés des élus. Donc voilà, c'est vraiment ce double statut de représentation que je propose et que j'essaie de développer dans mon bouquin et que j'essaie de mettre en place à travers ces expériences, à savoir des élus qui viennent prendre des décisions aux côtés de citoyens tirés au sort dans un rapport d'équivalence d'expérience en tout cas, évidemment que ça marche. Enfin, je veux dire, tous ceux qui ont déjà éprouvé des processus d'intelligence collective, vous savez bien, on sait bien que ces processus fonctionnent lorsqu'ils Oui. sont tenus et que ces processus permettent d'éviter les rapports de domination, en tout cas de travailler sur les rapports de force pour être sur des rapports d'influence vertueux et permet d'aboutir à des décisions qui sont assez inédites et souvent joyeuses. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, je crois que c'est vous qui parliez de cette expérience irréversible Mm. de la participation. En effet, c'est quelque chose qui change le logiciel mental. C'est assez puissant. La question qui vient aussi toujours sur les élus avec cette proposition de travailler, de prendre la décision par consentement éclairé, donc avec cette idée de décision par consentement, c'est un process qui prend du temps. Comment vous faites pour que ça reste compatible avec le temps pardon, politique Mm. qui est toujours court, qui est toujours dans une sorte de pression et qui veut des actions concrètes et pas trop de réflexion théorique. Et donc la participation qui prend du temps et en plus fondée sur la décision par consentement, qui par excellence est plus long. Comment vous faites pour les engager là-dedans? En fait, les processus sont pas si longs que ça dépend vraiment du sujet et le format de décision, en fait, lorsqu'on le prépare, finalement, ces décisions au consentement sont évidemment toujours plus longues que la décision d'un seul, évidemment, ou qu'une décision prise au vote majoritaire, évidemment. Mais si on considère que ces deux premières modalités de prise de décision sont très insatisfaisantes, on va prendre le temps du consentement. Et lorsque c'est bien préparé, c'est pas si long que ça. C'est plutôt le sujet, la nature du sujet. Ma première assemblée, c'était en 2018 à Saillant, donc dans mon village, et c'était sur le plan local d'urbanisme. Donc, ma première expérience, c'est sur l'un des sujets les plus complexes et des plus politiques qui puissent avoir lieu. Et effectivement, là, le process a duré 2 ans et demi parce que c'était un groupe de 12 habitants tirés au sort et 4 élus qui ont conduit la révision du PLU. Mais on a organisé pendant ces 2 ans et demi une cinquantaine de réunions publiques, des réunions de consultation et d'information. Mais c'est bien ce groupe de pilotage de 12 habitants tirés au sort et 4 élus qui ont pris la décision et conduit la rénovation, conduit la révision du PLU. Mais sur l'île Saint-Denis, par exemple, on est sur un process de 4 mois. Et là, en ce moment, on est plutôt sur des process de 5 jours à peu près. Ah oui. Euh, mais entre ces 5 temps d'assemblée, on surinvestit un certain nombre de citoyens volontaires et des élus où on prépare les différents temps d'assemblée. C'est-à-dire qu'on prépare les prises de décision. Oui. Et donc ça permet de réellement avancer. On va par exemple faire du benchmark. On fait pas du benchmark en assemblée. Lorsqu'on a besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de venir avec des propositions de solutions qu'ensuite on va réfléchir pour les adapter à la situation, au contexte, etc., tout le travail de benchmark va se faire entre les deux assemblées. Donc il y a tout ce travail de préparation qui sera plus ou moins important, va se faire entre les assemblées et va se faire avec des citoyens volontaires de l'assemblée. Oui, je pense que ça c'est un propos ou en tout cas une vérité à affirmer et souligner pour les démarches participatives. C'est que d'une part,
la méthode de travail importe énormément. La préparation en amont et la structuration du processus de concertation est quelque chose d'essentiel. Mais il y a aussi l'autre volet qui est qu'on peut imaginer, designer des process Mm, extrêmement variés, qu'il ne tout à s'agit fait. pas de plaquer Mhm, des process d'un territoire à l'autre ou d'une c'est ça. problématique à l'autre, mais de s'adapter. Et donc, Ouais. justement, vous venez de citer votre succès, votre expérience sur l'île Saint-Denis. Là, la concertation portait sur la thématique de la santé. Alors, est-ce que vous pourrez nous faire un petit peu un retour d'expérience? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des freins culturels, organisationnels, politiques? Comment s'est passée cette coopération justement entre les élus, techniciens, habitants? Racontez-nous un peu. Ouais, donc cette expérience se fait dans le cadre de l'association là, que j'ai cofondée, là, dans laquelle je suis actuellement, qui s'appelle les Cahiers pour décider et agir. On part des cahiers de doléances. Vous savez, ces fameux cahiers qui ont été ouverts en 2019 et qui n'ont évidemment pas été suivis, enfin en tout cas, il n'y a pas eu d'analyse sérieuse dessus et pas d'exploitation sérieuse, évidemment, par notre gouvernement. Et donc, nous, on part de ces cahiers de doléances. Et donc, le process a été le suivant. L'île Saint-Denis, donc, qui est une commune du 93, a une problématique très importante sur les questions de santé. On est sur un territoire bah, voilà, qui présente une précarité sur les questions de santé très importante. Et donc, elle souhaitait mettre au travail ce sujet. Donc, on est parti de cette thématique de la santé et on est allé voir ce qui s'était dit dans les cahiers de doléances sur le département. On a commencé notre assemblée par la lecture. On a fait une exposition en fait avec tous les verbatims qui avaient été posés sur les questions de santé sur le territoire. Et donc, on est parti de cette assemblée. Donc, la santé, on est sur une thématique très large. Donc, il faut aboutir évidemment à une problématique beaucoup plus précise que ça pour pouvoir travailler. L'idée, c'est d'aboutir à une action publique, hein, derrière, une décision Oui. euh, des élus. Mhm. Ça a été d'autant plus facilité à l'île Saint-Denis qui a déjà une culture de la participation très forte. Et on l'a vu pendant le porte-à-porte, où le porte-à-porte était extrêmement facile, puisqu'on avait des élus très reconnus et qui ont l'habitude, en tout cas les 4 élus avec qui on a fait du porte-à-porte, qui avaient l'habitude d'être repérés, enfin en tout cas qui est très, très, très repéré dans l'espace public et qui a l'habitude d'y être. Et donc ça a très très largement facilité l'intégration des citoyens dans l'Assemblée. Ce qui a Mhm. été moins évident, c'était de les tenir Mhm. Mhm. sur les 5 séances, d'autant qu'on a commis une petite erreur, c'est qu'on a fait la première séance d'Assemblée au mois de juin, et la suivante était après l'été. Donc, Mhm. autant vous dire Mhm. que ça, c'est une leçon. Oui. Ne jamais laisser passer 2 mois, et surtout 2 mois d'été entre 2 assemblées, parce qu'après, on, Mhm. on galère vraiment pour récupérer, enfin pour retrouver les gens, quoi. Mhm. Mhm. Et une petite question, vous mentionnez le contrat local de santé. Est-ce que vous dites que les résultats ont été présentés auprès des agents en charge de cette politique sectorielle? Est-ce qu'ils étaient présents, ils participaient directement à ces réflexions? Ouais, ouais, ouais. En tout cas, Oui. nous, c'était difficile d'engager l'ensemble des partenaires parce que du coup, vous aviez l'Agence régionale pour la santé. Enfin bon, il y a des Hmm. partenaires qu'on pouvait pas toucher en fait, hein. Donc Oui. l'idée, à chaque fois dans des assemblées, la question qu'on se pose, c'est avec les personnes qui sont là autour de la table, quel est notre périmètre de décision? Hmm. C'est-à-dire que la décision qu'on doit prendre ne, ne doit engager que les personnes qui sont autour de la table. Mhm. Il ne s'agit pas de faire des allers-retours avec la région, etc. Enfin, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Qu'on demande aux gens d'être présents dans l'Assemblée. Donc, le périmètre de décision, bon, ça reste dans le cadre du CLS, du contrat local de santé, mais on est arrivé sur des mesures qui engageaient la municipalité, et la municipalité était présente. Et donc, on avait Hmm. des agents de la municipalité et des élus de la municipalité qui étaient présents ici. Donc, ils ont Hmm. pu prendre une délibération au conseil municipal qui les engageait. Et donc, c'est bien ce qui s'est passé. Très bien. Mhm. Donc, c'est un peu la difficulté aussi lorsqu'on travaille à l'échelon communal, c'est que malheureusement, c'est un échelon qui est petit à petit dépouillé de ses compétences, et que le bon échelon de travail, ça serait plutôt l'intercommunalité ou l'agglomération. Et, euh, et autant il est
Il est possible, on le fait régulièrement, de convaincre des exécutifs d'une commune, l'exécutif d'une commune, de s'engager dans une telle démarche, à savoir accepter que le résultat de l'Assemblée soit bien la décision de l'instance officielle de la mairie, du conseil municipal. À la fois sur une intercommunalité, il faut convaincre beaucoup de gens et des Mhm. élus de plusieurs communes. Et donc ça rend l'exercice un poil plus complexe. Mhm. Le problème de la démocratie participative, c'est qu'on est sur des dispositifs qui marchent en parallèle du fonctionnement municipal classique. Mhm. D'accord? On a en gros les petits sujets qui vont passer sur des dispositifs de démocratie participative et on a les sujets structurants, les sujets importants qui passent par la voie classique. On en parlait hier d'une expérience qui s'est produite dans le cadre de la concertation à Laval Agglomération, où un des participants, un enseignant d'un lycée local, se lève et, pendant l'atelier de concertation autour du cap stratégique du projet alimentaire territorial, euh, euh, a une sorte de révélation en disant mais en fait c'est formidable d'avoir des élus, des chercheurs, des agriculteurs, des boulangers, boulangères, enfin je mets ça au masculin, mais évidemment les femmes sont là autour de la table, parce qu'on a chacun et chacune son expertise. Et c'est avec cette expertise-là partagée que nous allons pouvoir concevoir une politique véritablement intéressante, pérenne, juste, efficace, impactante. Et les élus dedans ont leur place, clairement, parce qu'ils ont cette expertise de pouvoir valider politiquement, administrativement et budgétairement l'action qui va se passer. De Mhm. la même manière qu'un mécanicien va pouvoir venir avec une expertise de réparer une voiture et qu'on va le voir pour ça. Donc un élu, on va le voir, ou une élue, on va le voir pour cette expertise particulière. Et c'est en fait, ça permet de détendre l'atmosphère aussi, d'une certaine manière, que de se reconnaître ces expertises mutuelles et de donner à chacun finalement une bonne place dans ce dialogue. Ouais, ouais. Et en fait, ça permet aussi de revisiter le statut de l'élu et du citoyen, hein, parce que finalement, lorsqu'on se repose la question de qu'est-ce qu'une démocratie, en fait, en tout cas, il peut y avoir une réponse assez simple qui est de dire que sur des sujets importants, en démocratie, les élus ne décident pas sans les citoyens. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de Mm. sens. Enfin, sinon, on est dans Oui. autre chose qu'une démocratie, et Mm. pourquoi pas, hein. Mais aujourd'hui, les sujets importants, tous les sujets importants sont décidés par des élus sans impact possible Mm. des citoyens. Et c'est ça qu'on essaye de renverser. Donc un élu, c'est pas là pour prendre des décisions à la place des gens. Un élu, c'est pour donner une direction politique sur laquelle il a été élu, évidemment. Et ensuite, derrière, c'est de participer à la délibération et d'exécuter le résultat de la délibération. Ça sert à ça, un élu, en fait. Ça Ouais, sert pas à ouais. prendre des décisions à la place des gens. Enfin, en tout cas, c'est une Mm. conception qui n'est pas compatible Mm. avec l'idéal démocratique qu'on peut avoir, quoi. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci Tristan. Et donc,